Salut à tous, c'est Magicula pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci podcast. C'est un petit peu plus facile pour enregistrer et du coup il n'y aura rien sur la vidéo, mais ce sera uniquement audio. Donc on va parler du naine. Alors normalement je vais nommer cette vidéo le naine c'est Dieu, qui me fait un peu rire comme titre, qui fait un peu putaclic, mais enfin j'ai des raisons de l'appeler comme ça. Alors évidemment je vais pas parler des trucs de base que tout le monde connaît. Si vous êtes sur la chaîne, vous connaissez quand même un minimum comment fonctionne le naine, le hatsu, tout ça. Du coup on va plutôt parler d'autres petites choses. Alors tout d'abord je voulais discuter à propos du fait donc en effet le naine c'est un système de magie complexe et en comparaison aux magies on va dire plus simples du genre la magie dans par exemple le Seigneur des Anneaux ou même Dragon Ball qui est quand même relativement simple même s'il y a quelques variations en comparaison à JoJo, Bizarre Adventure, même Naruto ou d'autres types d'œuvres comme ça et alors, je ne prétends pas connaître tous les œuvres dans le monde, mais d'après ce que j'ai pu comprendre sur Internet, Hunter est quand même un des systèmes les plus complexes qui existent. Ça ne veut pas pour autant dire qu'il est infaillible, et si je parle du naine, est-ce que c'est Dieu ? C'est parce qu'il y a plein de petites choses qui sont assez étranges dans le naine, et qui n'en fait pas le système parfait, si je puis dire. En tout cas, pas pour le moment. Le système du naine, donc c'est presque scientifique. Il y a extrêmement d'explications. Togashi essaye d'expliquer quasiment tout ce qui se passe. Et pour autant, ça ne veut pas dire que tout est logique. Beaucoup de choses restent totalement paranormales et même carrément magique, puisqu'on n'a jamais eu l'explication, en tout cas pour le moment, comme je disais. On a des explications en ce qui concerne toutes les techniques de base, même l'aura, les pourcentages, par exemple les pourcentages dans les catégories. On a des explications concernant la quantité d'aura qui est émise par le corps, donc on sait que il y a un certain nombre de points d'aura et puis voilà, ça peut se calculer comme on a vu dans le naine de Knuckle, mais il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer, comme par exemple comment fait le naine pour déterminer certaines choses. Alors le premier exemple qui me vient en tête, c'est celui de Kurapika en ce qui concerne ses yeux écarlates. À partir du moment où il passe en yeux écarlates, il a donc Emperor Time qui s'active, et à chaque fois qu'il l'utilise, il va perdre 1 heure d'espérance de vie à chaque seconde qui est passée. Ce qui est complètement illogique, car comment le naine peut-il déterminer la durée de vie de Kurapika ? Alors on va me dire, ok, mais c'est son propre corps, donc son aura et son corps peuvent déterminer à quel moment il va mourir. Mais c'est très étrange comme manière de faire, puisque du coup, plutôt que de vieillir d'1 heure, ce qui paraîtrait plus logique, il va perdre en espérance de vie, ce qui est une notion qui est pas du tout tangible comparé à ce que le naine nous a montré jusque-là, qui est très dans les calculs, tout ça. Donc là, c'est un des points qui est peu crédible en termes de pouvoir basé sur du calcul. Les limitations, les conditions, tout ça, c'est extrêmement intéressant dans le manga, mais en même temps, il y a des trucs un petit peu étranges qu'on peut faire avec, comme à tout hasard ressusciter, qui est quand même l'inverse d'une force vitale. Donc comment le naine décide aussi qui va mourir ou pas. Alors apparemment c'est par rapport, pour Hisoka en tout cas, c'est par rapport à sa détermination, mais on peut se dire que dans ce cas-là, à chaque fois que on va mourir, on essaye de s'imposer une condition, quitte à crever. Moi je vois pas pourquoi je le ferais pas, quoi. Ça paraîtrait logique que tous les gros combattants à la limite y aient pensé un jour, comme par exemple aussi Basho. À quel moment le naine, une force vitale, comprend
des haïkus. C'est un peu étrange, quoi. Du coup, le nen, c'est exactement ce que Basho a écrit. Alors, dans un sens, on peut se dire qu'en fait, d'ailleurs, c'est certainement ça. Basho qui, quand il écrit, voit l'image dans sa tête de ce qui est censé se passer et ça se passe. Mais en même temps, il dit qu'il est jamais sûr exactement que ça va se passer. Donc, on reste un petit peu étrange à ce niveau-là. Aussi, par exemple, Binolt qui coupe les cheveux de ses victimes, les mange pour en déterminer beaucoup de choses sur elles. C'est un petit peu étrange parce que comment le naine peut savoir autant de choses sur une autre personne? Parce que même cette personne-là ne le sait pas elle-même. C'est-à-dire des maladies, ce genre de choses. À quel moment le naine peut déterminer ça? Il n'y a pas, on va dire, de logique technique, scientifique derrière tout ça. Dans un autre genre, on a aussi Nov qui peut créer des dimensions de poche, hein, comme on les appelle. Alors il n'y a pas que lui, il y en a d'autres aussi, mais cette dimension-là n'existe nulle part, techniquement. En fait, on le voit de l'extérieur dans le manga, mais on peut comprendre que les personnages ne le voient que de l'intérieur. Mais où est-ce que cette dimension existe? Est-ce qu'il y a un espace de naine dans lequel tous les objets issus de la matérialisation vont être stockés, si je puis dire? Parce qu'en fait, ça ne vient de nulle part. Alors on peut dire aussi, c'est toujours pareil, que ça vient finalement du corps ou de la force vitale du créateur, de Nov, ou ça peut être par exemple Shizuku aussi, qui a son aspirateur qui apparaît de nulle part. Alors il peut y avoir une certaine logique pour les dimensions de poche, mais pour Shizuku, quand elle aspire quelque chose avec donc son aspirateur, elle a la possibilité de faire recracher la dernière chose. C'est-à-dire que c'est un puits sans fond et en même temps, il peut faire réapparaître des choses. Donc où est stockée la chose qu'elle vient d'aspirer? Parce que si c'est un truc énorme, comment ça se fait, quoi? Comment ça se fait? À quel endroit ça se trouve? Est-ce que c'est dans son corps? Est-ce que c'est dans sa force vitale? Est-ce que c'est la mémoire, je ne sais pas, de l'aspirateur? En tout cas, on n'a pas d'explication. Ou sinon, on a des personnages comme Pokuru ou même Kirua qui peuvent créer des choses qui sont infaisables pour l'humain. L'électricité, alors Kirua n'a fait que l'éjecter, mais ça se transforme, son aura se transforme. Pokuru, quand il envoie une flèche, ça peut créer du feu. Pareil pour Basho. À quel moment le naine sait ce que c'est que du feu? Est-ce que c'est parce que le corps, l'humain sait exactement ce que c'est que du feu? Il va dire à son aura de faire cramer quelque chose, mais là ça veut dire qu'il produit un effet élémentaire qu'il ne le sort de rien, quoi. En fait, ça apparaît d'un coup. Alors que le feu, il y a une certaine logique dans le feu, comment ça apparaît, etc. Là, ça vient de nulle part. Donc, l'aura alimente le feu, en quelque sorte. Après, évidemment, il y a beaucoup de naines qui ont une base scientifique très logique. Par exemple, voilà, Hirumi avec sa manipulation, il n'y a pas trop de problèmes. Tu mets une aiguille dans le corps de quelqu'un, tu arrives à le contrôler. Pareil pour Charnak, il n'y a pas trop de problèmes à ce niveau-là. Mais par contre, Karuto qui va créer un effet, si je puis dire, de microphone et de haut-parleur à son papier, comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a vraiment une logique derrière ou est-ce que c'est juste parce qu'il l'a imaginé que ça se produit? J'aimerais bien avoir ce genre d'explication. Dans le cas de Korotopie, par exemple, bon, c'est assez logique. Il fait apparaître, avec la matérialisation, par exemple le pot là, qui fait copier, il utilise son aura, et son aura, on va dire, va comme créer de la matière pour ressembler à la matière qu'il a déjà touchée. Il y a une certaine logique, même si ça apparaît de nulle part, voilà. Bon, ça c'est comme ça, après il faut pas des fois chercher trop la petite bête. Un autre des gros points sur lequel je voudrais revenir, c'est à propos de la lecture du futur. Alors là, on a deux cas, on a Néon et on a Tserinich. Dans les deux cas, le naine va à 100%
prévoir ce qui va se passer dans les quelques secondes, voire carrément un mois dans le cas de Néon. Donc le nen sait exactement ce qui va se passer parce que au moment où elle crée la prédiction, le futur est écrit, le futur est fixé sur un papier et si la personne le lit mais continue à vivre sa vie de tous les jours, ça va se prédire à 100%. Ça veut dire aussi que à chaque fois que quelqu'un va faire ce qui est l'inverse de la prédiction, il change le futur. Mais à quel moment le nen détermine le futur? Donc le nen, c'est pour ça que je dis le nen c'est Dieu, parce que le nen connaît le futur. Et on peut pas dire que c'est Néon qui le conçoit, puisque elle ne l'invente pas, elle c'est complètement écrit d'un coup comme ça. Pareil pour Tserinich, il va voir le futur et ça va se prédire exactement. Ce qui est presque un acte divin finalement. Alors je serais vraiment curieux de savoir s'il y a une explication derrière tout ça. Est-ce que Togashi a déjà réfléchi depuis le tout début? Peut-être que durant le Dark Continent, on comprendra certaines choses sur le nen qui nous feront dire bah en fait tout était logique depuis le début. Après ça reste un manga, ça reste un pouvoir qui a été créé par quelqu'un, donc les failles ça peut exister et puis surtout il faut que le manga soit intéressant à lire. Après, moi, je voulais aussi parler d'autre chose, alors pas forcément que donc de cette notion de divinité, on va dire, qui est évidemment un peu exagérée, c'est fait exprès, mais aussi sur le fait que Togashi, quand il a créé le Hatsu, il s'est efforcé de créer, on va dire, vraiment des catégories pour nous expliquer comment ça fonctionne, mais en même temps pour mettre les nen dans des catégories. Mais j'ai l'impression vraiment que tout ça, c'est un petit peu, c'est pas que c'est du flan, mais on s'en fout un peu presque, parce que on se rend compte que bon, alors il y en a qui sont, elles sont toutes très logiques, hein, il n'y a aucun souci là-dessus, mais on voit bien que, par exemple, il y a des personnages qui utilisent des clones. Et il y en a, juste avec l'idée de faire un clone, chacun peut le faire à sa manière. C'est-à-dire que tu en as un qui va utiliser un clone parce qu'il est lui-même de la matérialisation, il va créer un clone. C'est Tofdi, pense à lui. T'as Hanzo qui va créer un clone avec de l'émission. Enfin moi, bon, ça c'est ce que je pense, parce qu'ils disent dans le wiki anglais que soi-disant il serait de la matérialisation, mais on n'a pas la preuve en fait. Ça ressemble pour moi à de l'émission et qu'il manipule après son aura. Alors le fait que l'émission soit juste à côté de la manipulation, ça match quoi, c'est facile à manipuler. C'est pour ça qu'il arrive à se déplacer, à passer à travers les murs. Alors que la matérialisation, c'est on crée un objet, on crée quelque chose. Donc là, on est normalement, pour moi, ils peuvent pas passer à travers les murs. Castro qui va le créer avec, là carrément il s'est amusé avec 3 types, donc renforcement, manipulation et matérialisation. Donc suivant la manière dont on le fait, donc avec la même idée, ils vont utiliser d'autres catégories pour arriver à leur fin. Et dans le cas d'Hanzo, finalement, c'est carrément plus puissant, dans le sens c'est carrément plus utile de le faire de la manière qu'il le fait avec l'émission que avec la matérialisation. Je reviens sur tous les nen qui sont concernant la télétransportation. On a en effet Nov qui a une manière de faire. On a Luini qui va le faire d'une autre manière. On a Tokarine, bon elle on ne sait pas exactement comment elle le fait. Mais on a aussi Fugetsu qui va le faire encore d'une autre manière, et il n'y a pas une seule manière de le faire. Et quand on regarde les catégories, ça ne veut pas pour autant dire qu'ils vont utiliser tout le temps la même pour atteindre le même objectif. Dans la catégorie manipulation, alors là c'est une de celles où il y a le moins de problèmes, puisque on a compris plus ou moins comment ça fonctionne et il n'y a pas vraiment d'illogisme dans la manipulation. Par contre la spécialisation c'est un vrai fourre-tout quoi. On a tout ce qui va pas dans les autres, donc c'est vraiment la catégorie pour Togashi pour faire un petit peu n'importe quoi. Et par exemple Pakunoda qui peut apparemment d'après ce qu'elle dit aspirer on va dire la base de la mémoire des gens. Comment ça fonctionne? Là c'est pareil en termes scientifiques. Bien que le nen ce soit hyper bien compliqué, ça reste hyper magique. Parce que à quel moment tu peux aspirer la mémoire de quelqu'un et comprendre, avoir des flashs, avoir des mots qui sortent.
tout comme Méléolande qui va carrément se rendre invisible, tellement invisible qu'il disparaît presque de la surface de la Terre. Pourtant, il existe toujours. Comment le naine sait que Méléolande est disparu? On dirait presque qu'il y a quelqu'un aux commandes qui va déterminer si oui ou non c'est quelque chose de faisable. Comme si un dieu manipulait, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui va créer son naine, il va... je sais pas, pour la matérialisation, il va foutre l'objet quelque part dans son espace, qui est tellement omniscient qu'il peut te dire ce que c'est que le futur et la mort, et même décider si oui ou non quelqu'un va survivre grâce au naine, qui va décider de la qualité d'un haïku ou du degré de difficulté d'une limitation qu'on se pose à soi-même. Évidemment, la logique du naine, c'est pas ça, c'est vraiment que c'est ton aura et c'est ton corps, donc ton corps réagit en fonction de ce que toi, dans ta tête, tu t'es imaginé comme limitation. Et par exemple, Kurapika, c'est assez logique, il a une chaîne qui lui permet de faire avouer, là, la Judgment Chain. Il se la met dans le cœur et il se dit, bah voilà, je vais faire tout ce qu'il faut pour tuer la brigade. Bref, à ce niveau-là, il y a une logique. Par contre, dès qu'il s'agit, comme je disais avant, de réduire sa propre vie, là je comprends pas trop comment ça peut fonctionner. Le cas des bêtes de naine des princes est aussi assez intéressant parce qu'au final, donc, les bêtes vont avoir un pouvoir qui est plus ou moins en relation avec ce que l'utilisateur va aimer, on va dire, dans sa vie. Mais qui a décidé, et d'ailleurs comme toutes les autres bêtes de naine, qui décide de ce que c'est? Alors là, en l'occurrence, on sait que les bêtes de naine spirituelles sont issues d'un naine parasite et que ça prend forme tout seul. Mais qui décide, on va dire, de la gueule que ça a? Alors il y en a un auquel je pense, enfin même plusieurs, par exemple Laser ou Goreinu, qui vont créer des personnages que eux-mêmes ont imaginés. Mais dans le cas voilà, des princes ou même de Rian ou de Abengane, ces deux-là qui font de l'exorcisme de naine, ils vont faire appel à un genre de bête de naine, un monstre en tout cas de naine, qui va enlever le naine impur, on va dire, de quelqu'un d'autre. Alors c'est pareil, à quel moment le naine sait que l'autre est impur, enfin c'est un peu bizarre, enfin pourquoi pas, on va dire que c'est un naine hostile ou que c'est un naine extérieur. En tout cas, ça va prendre, l'aura va prendre la forme d'un monstre, mais cette forme-là n'est pas imaginée par l'utilisateur lui-même, donc elle vient de nulle part en fait. Alors est-ce que c'est un mix d'animaux un peu au hasard, parce que la personne a vu des insectes dans la vraie vie, il a vu des animaux, voilà, donc le naine va peut-être faire un mix de ces animaux là et pour créer une bête de naine, mais ça reste étrange. Et tant qu'on parle de ça, il y a un personnage, l'Usurus, donc le 7e prince de Kakin, qui a le pouvoir, alors on l'a pas encore vu mais il nous est expliqué, qui va créer des pièges en matérialisant ce que la cible désire. Mais à quel moment ton naine à toi c'est ce que ta cible désire? Là, il y a un vrai problème à ce niveau-là. Alors, est-ce que il y a toujours cette histoire parce que le naine vient des émotions, etc. C'est peut-être un petit peu comme Shawapufu qui va pouvoir lire les émotions à travers le naine. C'est peut-être ça qui se passe, hein, que ton naine, entre guillemets le naine de l'Usurus, va lire les émotions de la personne en face, en tout cas va le ressentir pour créer ce piège. Mais là c'est encore plus compliqué parce que même l'Usurus ne sait pas que ça fonctionne comme ça. Alors ça va se passer sans qu'il soit au courant. En termes de logique scientifique, il n'y en a pas vraiment, on va dire. Et tant qu'on parle encore des princes, c'est pareil. Alors on a l'histoire du parasite. Alors je pense que c'est là pour le coup il y a une logique qui est que le premier roi a dû créer tout un système de règles et qui va se transmettre de génération en génération avec ce pot là. Mais on est en droit de se poser la question, est-ce qu'il y a quelqu'un qui manipule et qui sait tout derrière en coulisses dans le Dark Continent peut-être, hein, un maître qui manipule le naine de tout le monde. En tout cas, tout ça pour dire que dans le naine il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas encore, ce qui est bien quand même parce que voilà, on est dans un récit d'aventure,
On a un pouvoir qui existe, qui est déjà fabuleux, très intéressant. C'est bien aussi de garder une part de mystère. Et si ça se trouve, Togashi en a encore sous le coude et nous prépare un truc qui va nous retourner le cerveau à la fin du manga, qui va nous faire une explication sur tout ce qui s'est passé jusque-là, qui va tout réimbriquer. Ce serait fou, mais enfin, pourquoi pas. Et voilà, en tout cas, merci d'avoir écouté ce podcast, qui n'est pas très très long, je pense. J'ai été assez vite, j'espère que vous avez compris l'idée derrière ce que je suis en train de dire. C'est pas que ce soit vrai ou faux, mais c'est essayer de discuter sur les petites failles du système du nen. Et puis n'hésitez pas en commentaire à discuter de ça. On peut revenir au cas par cas sur certains personnages que j'ai pas cités. On peut en débattre en commentaire, il n'y a pas de souci. Et merci d'avoir écouté et à bientôt.